Salut à tous, Borans épisode 1. Oui, on va se faire un petit morceau de carrière avec cette équipe-là pour évoquer surtout le Tour de France et pour le proposer sur quelques vidéos. Puis après, on verra bien ce qu'il advient de cette carrière. Ici, je vais vous proposer les 5 premières étapes de ce Tour de France 2021 avec l'équipe allemande donc. Sachant que j'ai essayé de gérer bon an mal an les choses jusque-là. J'ai joué un certain nombre de courses. De temps en temps, je vous en montrerai une petite de ce qui précède. Ça n'a pas été, à mon sens, la meilleure gestion, la meilleure planification que j'ai jamais faite. Et pour cause, à ce stade-là, il y a encore le système d'objectifs et de planification auquel il faut s'adapter. Je me suis un peu servi de partie test avec Borans pour essayer de mettre en œuvre un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'on arrive à des situations avant le Tour de France et après le Giro pour certains qui ne sont pas forcément optimales, mais je vous ai déjà montré ces écrans-là. On aura Kelderman qui arrive, à mon sens, pas de manière optimale non plus. Bref, on tirera les leçons sur d'autres carrières ou sur d'autres moments, on tirera les leçons des erreurs qui sont commises. Ça n'empêchera pas de jouer ce Tour de France. Et puis après, je vous proposerai un petit moment choisi pour le Het Nieuwsblad et pour Milano-San Remo. Vous verrez, il y a un rapport entre les deux. En attendant, Brest-Landerneau, étape 1. J'ai tenu à aligner exactement l'équipe sélectionnée par la Bora Hansgrohe sur ce Tour de France. On sait que Patrick Conrad ainsi que Emmanuel Buchmann sont là a priori pour épauler Wilco Kelderman dans cette équipe, puisque c'est a priori Kelderman qui sera chargé de jouer le général, étant donné que Buchmann a disputé le Giro, même s'il a abandonné à l'étape 15. Et sinon, il y a Peter Sagan. Et on sait que Pascal Ackermann n'a pas été pris au dernier moment et que c'est Ide Schelling qui a été finalement choisi. On mentionnera également quoi, et puis après ce sera bon, l'absence de Maximilian Schachmann qui a une autre fin de saison, je dirais, en tête, et pour lequel d'autres choses ont été prévues. On peut penser par exemple à la Vuelta pour ce double vainqueur de Paris-Nice 2020 et 2021. La première étape, Brest-Landerneau, nous propose une arrivée fort intéressante. Vous avez vu l'autre jour Julien Alaphilippe s'échapper après un très joli travail préparatoire de l'équipe avec une accélération de Dries de Venins. Je ne sais pas si sur Pro Cycling Manager on peut avoir exactement le même type de scénario, en ce sens que pour sortir sur PCM à l'endroit où Julien est sorti, c'est franchement pas évident, et pour tenir jusqu'au bout aussi. Donc on touche un peu aux limites, je dirais, de la modélisation sur un jeu vidéo, parce que avec la réduction des échelles, vous n'aurez jamais exactement la même possibilité de terminer cette étape. Donc c'est pas bien grave non plus. Il y a un peu de vent sur cette première étape. Il n'y a pas de zone de vent, au sens où le jeu les a introduites sur la version 21. Mais ça reste tout de même des possibilités comme ça, peut-être de faire des cassures. On verra si c'est le cas ou pas. En attendant, évidemment, il y a la traditionnelle échappée qui se partage les petits points de la montagne. Je n'ai pas envoyé Schelling à l'avant, parce que j'avais un petit peu d'autres choses en tête pour cette fin d'étape. On va essayer autant que possible. À chaque fois, je vais essayer de positionner Peter Sagan de la meilleure manière qui soit, pour essayer de prendre des points pour le maillot vert. Ce serait virtuellement son 8e maillot vert s'il remportait le maillot vert du Tour de France 2021. Et rien que ça en soi peut constituer un petit objectif. Et l'autre objectif que je me suis fixé, donc c'est essayer d'avoir au moins une victoire d'étape, voire 2 ou 3. Je dirais qu'à 2 ou 3 victoires d'étape,
plus le maillot vert, le tour serait déjà une victoire. Et si on pouvait également essayer de tutoyer un top 5 avec Wilco Kelderman, là, le tableau serait complet. Voilà. Donc c'est à peu près ça que j'ai comme objectif. Ça va pas forcément être évident. Les start lists, puisque je suis en mode carrière, les start lists, je n'ai pas pu les maîtriser. Donc à partir de là, le, le jeu a aligné ce qu'il pensait pour cette saison-là. On sait qu'il y a une part aussi parfois d'aléatoire. Par exemple, Primoz Roglic est là, mais il a déjà été sur le Giro cette année. À voir ce que ça pourra donner. Attention, accélération ici très intéressante. À moins de 20 km de l'arrivée, vous avez une accélération de certains favoris. On a notamment vu passer Julien Alaphilippe. Attention, il faut se méfier de tout ça. Nous allons essayer d'y répondre, mais calmement, voilà, calmement, en profitant aussi du travail de certaines équipes. Vous voyez que c'est très nerveux cette fin d'étape. Il y a une grosse cassure qui s'est opérée avec l'essentiel du peloton. Heureusement, on a réussi à rester à l'avant, à part Daniel Oss qui s'était relevé auparavant. Et donc, on va essayer d'emmener le mieux possible nos coureurs. On peut aussi des fois penser à Patrick Conrad sur des arrivées de puncher. Alors celle-ci me paraît moins être le cas. Elle est moins favorable à Conrad que d'autres le seront peut-être. Donc c'est pour ça que je me dis, allez, tu passes la bosse et après tu fais sprinter Sagan. Est-ce que ça peut pas nous emmener un peu cette décision? En tout cas, Schelling, vous voyez, c'est ici que je l'utilise. Voilà. Je l'utilise ici en début de fosse au loup. Donc Conrad sera ensuite chargé d'emmener Peter Sagan. Voilà, la pente va redescendre. On a vu passer Alaphilippe qui est bel et bien devant. Van der Poel également. Donc c'est pas pour nous, c'était trop difficile. C'était trop difficile. Néanmoins, on va tout de même sprinter pour essayer de remonter notre retard et de faire une place. Voilà, Alaphilippe, Van der Poel. Quoi de mieux pour démarrer ce Tour de France que une explication qui se joue à peu de choses d'ailleurs entre les deux hommes, avec la différence évidemment qu'ici c'est Van der Poel qui s'impose sur cette étape 1 et non pas Julien. Donc ça démarre sur les chapeaux de roue quand on voit le top 10 avec Pogacar, avec Roglic, Carapaz. Bon, Bernal est là, donc ça c'est une petite différence par rapport à ce que nous connaissons. L'arrivée c'est vraiment joué à très très peu de choses entre les deux. Et d'ores et déjà une petite avance au classement général pour Van der Poel avec la bonification qui est associée à la victoire d'étape, 10 secondes. Donc voilà, Julien lui aussi n'est pas loin. Et Sagan, troisième, c'est tout à fait ce qu'on peut imaginer. À ce stade, Buchmann n'est pas trop loin. Kelderman, il va falloir surveiller. Sur ce type d'arrivée, il va pas falloir concéder trop de temps en fait sur les tout meilleurs avec Wilco Kelderman. Si c'est vraiment lui qu'on utilise comme leader pour le général final. Donc voilà, j'essaie d'être précautionneux dans la manière de ne pas prendre de cassure, mais c'est pas forcément toujours évident. Étape 2 avec double passage à Mur de Bretagne, et ce sera là que l'arrivée se jugera. Donc toujours plus ou moins le même type d'approche pour cette étape-là. Je vais essayer de me positionner. Vous avez vu, tiens, il y a déjà le Team Jumbo-Visma qui bosse avec Alpecin Phoenix, qui sont clairement en tête du peloton et qui essayent de maîtriser l'écart avec l'échappée au sein de laquelle quelques coureurs, mais de moindre importance, figurent. Vous voyez, vraiment, les deux équipes, là, c'est très très marqué. On ne voit pas de Deceuninck Quick-Step qui roule éventuellement pour Alaphilippe. On a aussi hâte de voir si quelques sprinters peuvent se mêler à la lutte pour la victoire d'étape. Et puis, il y a évidemment les traditionnels. J'en ai pas trop parlé à l'étape 1, mais ça va être aussi un truc à chaque étape très important. Ce sera à chaque fois le sprint intermédiaire
Et de ce côté-là, on peut avoir une très bonne surprise du jeu. Mais ça avait été annoncé, hein. Il avait été annoncé que, si vous voulez, quand vous poursuivez un objectif de maillot distinctif, l'IA ne va... Le jeu, les algorithmes qui constituent l'intelligence artificielle, si on peut l'appeler ainsi, sont ainsi faits que l'on accompagne en fait votre coureur et il n'est plus seul au monde pour essayer de prendre des bonifications ou de prendre des points du maillot vert ou pour prendre des points grimpeurs. Il y a une vraie lutte et les rivaux suivent votre coureur. Et donc ça, pour le coup, au niveau du réalisme, j'aime bien. Je trouve que c'est très très bien. On a encore quelques réglages à faire, hein. Pour moi, c'est tout nouveau à ce moment-là. J'ai joué quelques classiques avec cette équipe, mais je n'ai pas joué de course par étape. Et donc, il faut que je prenne mes repères. Je n'ai pas encore le calibre par exemple, de Kelderman, de Patrick Conrad ou de Nils Politt, pour ne citer que, bien en tête. Donc, j'essaie de découvrir là au départ comment est-ce que je dois utiliser qui, dans quel ordre. Et donc, allez, c'est parti. Ici, on se prépare, sans chute s'il vous plaît, à aborder Mur de Bretagne de la meilleure manière qui soit. On va essayer de se positionner avec de l'effort curseur. Je vais demander à Nils Politt en fait de faire le boulot. On en voit que ID Sreling a une super forme du jour. Allez, c'est parti. Effort pour Nils Politt. Ça va bientôt grimper. On est en approche. Vous avez vu Astana qui fait un gros boulot, hein, c'est marrant. Ils ont des espoirs pour Aranburu, apparemment. Allez, voilà. Nils, tu nous emmènes tout ça, puis après, on demandera à Sreling d'emmener à son tour Conrad et peut-être libérer Peter Sagan en toute fin. Allez, ici à 1,2, je lâche 1,2 km de la ligne. Je lâche Sreling. Je sprint un petit peu avec tout le monde là. Et ce qui va se passer est très surprenant. En fait, Sreling va s'imposer ici à Mur de Bretagne d'une courte tête, mais s'impose quand même devant Aranburu, Van Der Poel. Kelderman est placé, Roglic également, Alaphilippe peut-être un petit peu plus en retrait. Et oui, c'est une première victoire pour la Bora Hansgrohe de ID Sreling sur Mur de Bretagne. Donc ça commence plutôt pas trop mal. Je suis content de prendre cette étape parce que c'était pas du tout quelque chose que j'imaginais. Je pensais me faire damer le pion très facilement en fait ici, en manquant de punch. Et ce qui est très surprenant, c'est que finalement, oula, ça se joue à peu de choses entre Sreling et Aranburu, mais ouais, il l'apprend. Et par contre, au général, aucun changement de maillot jaune. Van Der Poel reste en jaune. Voilà, un point commun avec la réalité, c'est Van Der Poel en jaune au soir de la deuxième étape. Qu'en sera-t-il pour la troisième? Ce qu'on va voir juste après. Oui, j'étais très surpris que Sreling garde cette avance en fait sur les autres. Je pensais me faire doubler, mais voilà, ça n'aura pas été le cas. Sagan est placé au cas où pour un éventuel maillot jaune si jamais il y a des petites bonifications ou s'il se passe quelque chose. Ce serait bien de le porter, on va dire. Au moins un jour. Un petit jour de maillot jaune, ce serait toujours sympa, même si c'est pas vraiment l'objectif numéro 1. Et on aborde ici l'étape 3. Alors l'étape 3, c'est une étape qui a fait des ravages dans le peloton, hélas, avec des chutes très nombreuses. Pour autant, sur Pro Cycling Manager, c'est quelque chose qu'on aborde de manière un peu sereine. On se dit, il y a quoi à gérer? Le positionnement, le placement des coureurs avant l'intermédiaire, le sprint intermédiaire qui offre quand même pas mal de points, où il faut que Sagan en marque quelques-uns, disons, pas obligé de le remporter, puisque il y aura de toute façon une échappée qui prendra la majeure partie des points, mais il faut essayer de marquer des points, parce qu'on a vu que Van Der Poel notamment et Arnaud Démare avaient tendance à sprinter. Donc pour ces raisons-là, positionnement à l'approche du sprint intermédiaire, et ensuite ça descendra jusqu'à Pontivy, et donc il faudra être
vigilant sur la descente, à se positionner en fait suffisamment à l'avant. Ça c'est une autre chose. Alors vous allez me dire peut-être c'est parce que je joue avec une équipe avec laquelle je n'avais jamais joué, donc j'ai jamais été confronté aux caractéristiques de ces coureurs-là, mais j'ai quand même l'impression qu'il est plus dur qu'avant de se frayer un passage. Si vous êtes à l'approche d'un sprint, vous êtes en 20e ou 50 ou 30e position, il est plus dur de remonter qu'auparavant. Et donc ça incite au placement, vraiment à être très très vigilant sur le placement. Vous voyez ici par exemple, je fais un train, mais je suis bloqué. 4 km, un peu moins même. Vous voyez, là déjà c'est trop tard. J'essaie de passer à droite, mais je me suis fait bloquer comme un neuneu sur ce coup-là. Donc il faut vite faire sprinter mon grand. Allez. Voilà, donc on prend nos marques. C'est pas forcément toujours évident. Et là, pour le coup, c'est un petit raté. C'est un petit raté de ma part où Sagan va marquer quelques points, mais on aurait pu faire 10 fois mieux que ça. Toujours à cause du positionnement, vous allez dire. Pour s'en rendre compte, il faut avoir joué des tours. Et là, c'est mon premier grand tour, en fait, que je propose ici. Puisque j'ai presque intégralement simulé le Giro qui a précédé dans cette carrière. J'en parlerai à un autre moment. Donc, on a sauvé ce qu'on a pu à l'intermédiaire. Maintenant, il faut essayer de se positionner pour l'arrivée et tenir compte des leçons, à savoir difficulté d'être aux avant-postes, difficulté d'y rester. Ça demande de sacrifier des équipiers. Bah oui, ça tombe bien, c'est plutôt réaliste, hein, pour rouler très très fort et rester à l'avant. Donc c'est comme ça qu'on va demander à Daniel Oss ainsi que Pöstelberger et Strelling d'être aux avant-postes pour emmener Pollitt, qui lui sera chargé de libérer Peter Sagan. Vous voyez, ça lance de loin, ça accélère en fait très très fort. Hein. L'Auto-Soudal, on n'est pas surprise pour Caleb Ewan. Opama FDJ, on n'est pas surpris non plus pour Arnaud Démare. Et là, ça va être un petit peu la foire d'empoigne, puisque qui va réussir à tirer son épingle du jeu. Vous voyez également Deceuninck Quick-Step là-bas, hein, qui est pas absent du tout des débats. Au final, même s'ils n'ont pas fait un train monstrueusement important, ils ont quand même lancé avec Jacobsen, ils ont quand même lancé Sam Bennett, et ça va nous faire une arrivée Bennett, Ewan, Van Der Poel, Matthews, Sagan ne pouvant pas faire mieux qu'une 5e place. Elle n'est pas terrible dans l'optique de la lutte pour le maillot vert, mais c'est comme ça. Voilà. Donc je pense que sur tous ces petits réglages, alors ça m'amuse toujours parce qu'il y a des gens qui s'empressent de m'expliquer que sprint, il faut faire différemment, etc. Oui, non mais t'inquiète mon grand. Je sais très bien. Je sais les erreurs qui peuvent être commises parfois, mais je les assume en vérité. Je les assume parce que c'est du one shot. Ça veut dire que je suis pas là à recharger les courses, à essayer de rejouer telle ou telle arrivée, faire pause pour essayer d'optimiser, machin. C'est pas mon propos. Déjà que le jeu, par certains aspects, parfois, on déplore qu'il soit un peu trop facile. C'est pas pour en plus trichoter de cette façon-là. Non, au contraire. Moi, je préfère jouer vraiment en un seul jet. Si je me plante, je me plante. Et sinon, tant mieux. Voilà. Et y compris en ce qui concerne parfois les enchaînements de virages dans les derniers kilomètres qui vont modifier la donne, hein, pour ce qui est de lancer le sprint à tel ou tel moment. Donc voilà. Redon-Fougères est notre prochain terrain de jeu. Voilà, c'est l'étape du mardi 29 juin. Arrivé à Fougères. Alors on sait à peu près quoi penser, hein, sur Pro Cycling Manager. Sprint massif. Qu'est-ce qui peut en être différemment d'un sprint massif, quoi. Je ne vois pas sur ce coup-là. Après, dans la réalité, on a eu tellement de chutes que il est bien difficile de faire des pronostics au final. Hein, c'est peu évident. Mais là, sur Pro Cycling Manager,
Vous n'avez pas autant de chutes massives et tout ça. Ça, c'est un truc qu'il n'y a pas, et d'ailleurs, bien heureusement. Le peloton roule, vous voyez, 3 équipes qui sont majoritairement intéressées. On pourra en rajouter une 4e. Donc moi, c'est à la barre du sprint intermédiaire que je roule, mais sinon, je les laisse gérer. On va le dire juste après. Allez, il faut lancer là. Il faut lancer, mon grand. Lance, 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 lance. C'est trop tard. C'est trop tard. Vous voyez, il a fallu que je fasse un peu mes armes, en fait, et que je m'habitue à jouer pour Sagan. C'est pas évident, voilà. C'est pas bien. Il fallait prendre plus de points ici. Mais d'un autre côté, on n'a pas non plus été dans le ridicule le plus total. Donc, on va dire que tout ça peut encore se rattraper. On peut encore avoir l'occasion de faire mieux. Oui, les équipes très intéressées ici sont Lotto Soudal, sont, même si on voit des Jumbo Visma, pas vraiment eux. C'est Lotto Soudal, bien sûr. C'est Groupama FDJ pour démarre. Ça va être quand même un peu de Koenig Quickstep au hasard pour Sam Bennett. Et puis on notera que Van Der Poel est toujours présent dans les toutes premières positions. Il est très très vigilant, le bougre, porteur du maillot jaune, qui va faire les sprints assez systématiquement. Je me demande même si, en fait, ce coureur-là, dans la partie, n'a pas un objectif très particulier sur le maillot vert, ce qui renforcera beaucoup la concurrence vis-à-vis de Peter Sagan. Ça va être très compliqué si Van Der Poel joue le maillot vert. Oh là 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 là, pas évident. Il y a la Philippe qui travaille pour son train de sprint, Lotto Soudal qui lance, et nous il va falloir sortir. En fait, là on est bloqué, c'est un peu catastrophique. Du coup, on est plus ou moins pris, vous voyez ici, on a été bloqué à droite, on n'a pas réussi à s'extraire. Donc là c'est encore une fois petite phase d'apprentissage. Vous verrez que des sprints massifs, on est capable d'en gagner, mais il faudra attendre un petit peu que je me sois habitué à cette équipe et à l'ordre notamment pour faire les choses. Voilà, c'est Elia Viviani qui ramasse la victoire. Écoutez, tant mieux pour son équipe française, Cofidis, qui passe souvent à la fête. Viviani, Iwan, Bennett, c'est bien pour Viviani. C'était pas forcément le truc qu'on pouvait espérer pour eux, tellement on commence à douter des capacités d'Elia Viviani à s'imposer comme ça sur un sprint où les tout meilleurs mondiaux sont présents. On verra que Gaviria aussi a fait une bonne perf. En revanche, une légère déception pour Arnaud Démare. Et au classement général, il n'y a pas grand chose qui évolue. Il y a des petites bonifications pour les uns ou pour les autres. Mais la vérité, elle va se jouer là. Elle va se jouer déjà sur l'étape 5. C'est ce contre-la-montre d'un peu plus que 25 km dans les alentours de la ville de Laval. Et donc c'est là vraiment que pas mal de choses peuvent se faire pour se positionner déjà pour le général. Donc là c'est vraiment une étape qui peut donner un gros verdict à ce niveau-là. C'est parti. Alors moi je teste toujours mon parcours. Sur quelle configuration est-ce qu'on est, attention, ça va évoluer avec la mise à jour là, de ces jours-ci. Ils ont un petit peu adapté la manière de gérer les contre-la-montre. Donc à voir. Mais ce qui est clair, c'est que pour l'heure, le 85 tout le long m'a paru trop. C'est trop intense. Parce qu'on consommait trop de barres jaunes par rapport au petit damier blanc et noir qui représente la distance parcourue par rapport à la distance restant à parcourir. Donc on rattrape le coup en baissant l'effort à la fin. Bon, on est avec Daniel Oss, c'est pas non plus le meilleur spécialiste de la Terre, mais c'était juste quand même quelque chose qui donnait une indication. Attention à la petite bosse là, à la toute fin. Un petit peu comme à la fin du contre-la-montre de Pau en 2019, là, la petite bosse, le petit mur là, avec des gros pourcentages très très brefs, qui fait qu'il faut libérer un max de puissance à ce moment-là. Quelques virages, et l'on franchit la ligne d'arrivée. Donc le temps, il est ce qu'il est. C'était surtout la reconnaissance du parcours qui comptait sur ce coup-là. Puis on va essayer maintenant de performer peut-être avec Nils Politt, davantage qu'avec
Lucas Pöstelberger, qui, à mon sens, n'a pas vraiment les qualités pour. Donc lui, je l'ai géré d'un petit peu plus loin. Par contre, Polite, ça se regarde de près. Donc vous voyez, du coup, je fais du départ effort 82 et non plus 85. En me disant que la barre rouge, je la consommerai peut-être plus tard, en fait. J'essaierai de la consommer à la toute fin pour essayer de rattraper du temps, entre guillemets, par rapport à d'autres spécialistes. Bon, est-ce que Niels Pollitt est un spécialiste du contre-la-montre? Pas vraiment non plus, hein. Mais bon, allez, il y a peut-être quelque chose à faire au niveau d'une place honorable. Donc je m'accroche, je m'accroche. 85, vous voyez, je monte un peu la barre en deuxième partie, ou troisième partie même, de ce contre-la-montre. Maintenant que je vois que j'en aurai assez pour finir, je monte la barre. Et donc, ce que je dirais sur ce contre-la-montre, en tout cas dans la version là, pré-patch de la semaine du 28 juin, c'est que on est obligé d'adapter l'effort suivant les caractéristiques du coureur. Et ça, c'est quand même vachement bien. Oui, je reste à 99 sur la toute fin, même s'il n'y a plus de barre. Parce que le mec, si vous regardez sa vitesse, garde son élan, en fait. Donc, c'est pas à la limite dramatique de terminer à plat avec plus de barre du tout. Parce qu'en fait, sur l'élan, le type reste quand même à 60 km/h. Bon, c'est en passant. Allez, Patrick Conrad, peut-être peux-tu faire quelque chose? Ou Wilco Kelderman, bien sûr. Essayer de limiter l'écart avec les Roglic et Pogacar et consorts. On va également voir quel chrono pour Emmanuel Buchmann, tout en sachant que même si je vous ai dit que Kelderman sera le leader, je n'exclus pas non plus que Buchmann se révèle finalement plus en capacité de performer. On verra bien, hein, ça c'est dans la montagne. Hein. C'est pas tout de suite qu'on va le savoir. Hein. Et de la même manière, hein, à la limite, Patrick Conrad, les notes ne sont pas ridicules. Avec quelques bonus de forme du jour, avec en plus Kelderman et Conrad, ils vont avoir normalement le pic sur tout le Tour de France. Donc rien n'est exclu en fait. Hein. Il y a pas mal de vent, hein, vous avez vu sur ce contre-la-montre. Et Conrad va nous taper un temps qui correspond pour moi à la réalité du jeu qui est en extrême, difficulté extrême comme je joue là, caractéristiques multipliées par 1,1 pour les coureurs gérés par l'ordinateur, sachant que les vôtres ont leurs caractéristiques de base, éventuellement bonifiées par les formes du jour. Et du coup, se retrouver avec 1 minute 20 à peu près sur ce contre-la-montre de retard sur Van Aert, sur Asgreen, McNulty, oui, ça paraît pas idiot. Stephen Kung, attention, tout le monde n'est pas passé, vous allez voir, il y a quelqu'un qui va encore arriver. Vous voyez, Buchmann fait quasiment le même temps. Conrad, Kelderman, Buchmann font des temps relativement similaires. Qu'en sera-t-il de Peter Sagan qui finalement peut-être n'est pas ridicule non plus hein, si on le fait rouler. Si je garde un peu en tête toujours, vous savez, l'idée d'une circonstance de course qui ferait qu'il y aurait une possibilité de porter le jaune. Pas longtemps, mais un peu. Donc j'ai joué le coup avec Sagan. Et là, hop, Roglic qui s'incline devant Wout Van Aert. Ah, ça c'est fabuleux ça. Van Aert a donc gagné le CLM. Sagan termine pas honteusement. Alaphilippe nous fait une perf correcte. Et Van Der Poel, ça n'est pas son exercice. Ça n'est pas son exercice favori. Donc, est-ce qu'il va conserver son maillot? C'est surtout ça qu'on veut voir. Ou est-ce que le maillot va tomber dans l'escarcelle du team Jumbo-Visma? En tout cas, ouais, certains, vous voyez les notes. Moi, j'ai été déçu par Ganna, par Rohan Dennis. Tiens, c'est vrai qu'il faut mentionner la présence de Tom Dumoulin, qui, dans la partie là, est présent comme soutien de Primoz Roglic. Voyez, voilà. Prise du maillot par Roglic, qui possède un peu d'avance sur Van Aert, sur Alaphilippe, Pogacar, Bernal, etc., etc. Donc là, on n'est pas au mieux, hein, parce qu'on est quand même à 1,30 avec Kelderman. On est à 1,30 de Roglic, suite au prochain numéro pour ça. J'ai donc deux petites courses
à vous montrer, parce que j'ai joué quelques classiques en fait sur cette partie. Vous allez voir que on va toucher au sujet abordé sur le Het Nieuwsblad. Qui est-ce qu'on a envie de favoriser avec cette équipe Bora Hansgrohe? Bah, moi, j'ai tout de suite pensé à l'ami à l'ami Pollitt, d'une part, à l'ami Sagan également. Mais en fait, comme tous les deux étaient pourvus d'une forme déplorable, il faut quand même le dire, j'ai cherché à limiter la casse. Ici, on prend la roue dans le Bosberg de Van Aert avec Peter Sagan. Donc on a vu également Stuyven hein, qui est présent à l'avant. Ça sort à 4. Ça sort à 4 avec également la présence d'Alexander Kristoff. Ça sort à 4 dans le Bosberg. Pedersen semble irrémédiablement pris parce que devant ça roule dur. Et donc on va se retrouver en face à face. Ah, je spoil. On va se retrouver en lutte avec Wout van Aert. Et donc, ça va être un premier rendez-vous quand même sur ce Omloop où les deux, Van Aert ainsi que Sagan, se sont mesurés. Et regardez, ça va pas se jouer à grand-chose. Kristoff fait 3, Stuyven fait 4. On n'a pas réussi à se mêler vraiment à la lutte pour la victoire, sur le sprint en tout cas. Et derrière, Sénéchal 5, etc., etc. Voilà, donc première aperçu de cette saison qui avait démarré comment? Qui avait démarré avec Van Aert qui s'impose sur le Omloop et Sagan qui fait 2. Donc on va regarder Milan-San Remo et puis on va comprendre pour quelles raisons c'est ces deux-là que je vous propose ici. Bah, c'est simple, hein, c'est parce qu'on a envie, quand on est sur ces courses-là, on a envie de faire briller Peter Sagan. Hein. Et en l'occurrence, bon, Sagan à la limite, Omloop, il a déjà gagné. Mais par contre, Milan-San Remo, hein, vous savez que c'est une des courses accessibles à Peter Sagan, en tout cas pendant sa carrière, qui reste absente de son palmarès. Donc c'est un endroit où on peut vouloir briller éventuellement. On est en approche ici de Cipressa et on va se régaler. On va se régaler avec l'approche. Voilà, il faut se positionner. Il faut se positionner. On aperçoit quelques équipes qui se sont positionnées, qui vont nous mener le train, qui vont nous mener la vie dure dans la Cipressa, c'est une évidence. Donc il a fallu essayer de coller, toujours parfois les difficultés à se refaire une place vers l'avant, mais c'est moins fort que sur le Tour de France. Hein. C'était plus facile de remonter là. La route était plus propice, on va dire. Voilà. Donc c'est parti pour la Cipressa. Alors, ça y va toujours comme des dingues. Comme des dingues. Nous, on essaie juste de s'accrocher. Voilà. Ici, une petite pensée pour... Attaque de Cobra! Et il veut passer sur YouTube celui-là! Donc merci à Eleco pour le petit son au passage. On s'est bien marré. Et le petit coucou à Cobra également. Et des multi sur lesquels on a pu s'amuser par le passé. Ouais, la Cipressa, donc vraiment accélération. On a l'habitude. Moi, je vois pas de changement de gameplay là par rapport à ce qu'on connaît. C'est-à-dire que ça monte très très fort dans la Cipressa. Après, c'est juste un jeu de placement pour aller jusqu'au bas du podio, hein, finalement. Jeu de placement. Et donc nous, à la limite, avec Os, avec ce jour-là, Pollitt, Pustelberger, j'ai même pris Schachmann pour travailler, avec Schelling. On voit quand même des points communs avec l'équipe que je vous ai montré juste avant. On a de quoi ici positionner Peter Sagan le mieux possible et même lui fabriquer un petit train pour l'amener au sommet du podio et lui permettre ensuite de jouer sa chance au sprint en lui fournissant même un train carrément. Hein. Donc ça, c'est un petit peu mon approche ici de ce Milan-San Remo. On va pas se barrer à la cabine téléphonique, vous inquiétez pas. Ça attaque de loin. On a aperçu Van Avermaet et Garcia Cortina. Derrière, de toute façon, ça roule à toute blinde. Et là, c'est là qu'il va falloir passer. Et regardez, cassure, bam. Il y a des gens qui ont lâché là avant le podio. Il y a des gens qui ont lâché.
Je vais essayer de, voilà, de rouler à blinde. Alors là, on est plus sur de l'effort raisonnable, on est sur de l'effort totalement déraisonnable avec Pustelberger. Ensuite, c'est Srelling qui va être chargé d'emmener le plus loin possible Maximilian Schachmann. Enfin, d'abord, attends, on va quand même laisser terminer Pustelberger, hein, faut pas rigoler non plus, voilà. Srelling, ici, voilà. Il faut que tout le monde s'accroche dans la roue. Attention, attention, attention. Il y a un bug là. Il y a Schachmann qui avait un poil lâché là. Ça m'a coûté un petit peu cher dans la continuité du train. Voilà. Ensuite, Polite. Allez, bon, mon Nils, tu vas y aller. Voilà. On va essayer. Oh, tous les sprinters, ils sont pas loin. Hein. Franchement, il y a pas de différence qui est faite. Hein. On va vraiment se la jouer au sprint. Hein. C'était un peu le but. Derrière, dans la descente, Patrick Conrad va être missionné pour se caler dans la roue. Voilà, vous voyez. À ce moment-là, je switch en fait. Je mets Conrad pour faire l'effort dans la descente. Et ensuite, plutôt Polite pour lancer Sagan. Bon, tout ça, on fait pas pause, hein, c'est pas drôle. Conrad, c'est parti, va lancer Polite. Qui ensuite va sprinter. Allez, mon Polite. Tu sprintes, et on va essayer de lâcher Peter Sagan pour la victoire à San Remo. Et là, non, tu gagneras pas à Milan-San Remo. Mathieu Van Der Poel, revenu du Diable Vauvert, vient damer le pion à Peter Sagan. Alors, pour ça que je vous le propose, c'est parce que on a pu voir quoi en début de vidéo. Finalement, des situations sur lesquelles Peter Sagan, c'était quand même difficile de s'imposer sur du sprint massif. Et ben, c'est aussi ce que j'ai vécu sur San Remo, là où je me fais taper par Van Der Poel alors qu'on avait réussi à battre tout le reste. Et précédemment, sur l'Omloop, où on se fait taper par Van Aert en ayant aussi normalement dominé tout le reste. Voilà, donc c'était intéressant. Moi, ça ne fait que renforcer mon envie de jouer avec cette partie en fait, parce que c'est très difficile de pouvoir faire aboutir vraiment les objectifs qui peuvent être les miens, donc d'autant plus excitant, voilà, d'autant plus que le jeu se comporte pas si mal au final, et c'est plutôt intéressant. Voilà, je vous dis à très vite pour la suite.